Mobilité géographique. Ces gens ne sont pas comme ici en France ou chez eux à leur domicile. Ils sont censés devoir bouger sur le territoire en fonction des missions. Donc s'exposer, être exposés à des environnements avec des pressions plus ou moins importantes au niveau contagion, contamination. Possibilité d'absence de référence historique. On prend des gens, on les met d'un seul coup, où ils n'ont jamais été. Quand la France déploie en Afghanistan, on n'avait pas d'historique. On se déploie en Côte d'Ivoire ailleurs, on a un peu quelques idées. Et là, on a des endroits à nouveau potentiels. Comment faire dans ces cas-là? En plus, ce n'est pas une distribution open source locale. On est en France, les gens sont un peu partout dans le monde. Amérique du Sud, Afrique, Asie. Donc une distribution mondiale des partenaires avec des extensions en matière de communication, en matière d'accès à l'information. Et puis évidemment, il faut que ça fonctionne H24 et que l'on puisse avoir l'information quel que soit l'endroit où soit la personne, y compris si les voies de code de transmission sont détruites. Et puis ensuite, l'objectif c'est d'avoir cette notion de conscientisation, de savoir qu'il se passe quelque chose et quelles sont les alternatives potentielles derrière. Ça c'est très important en réalité, c'est ça l'objectif final. D'où la réponse à la demande rapidement, donc, ce que l'on a fait. Voilà les dates initiales. 2004, on lance le démonstrateur initial en Guyane, uniquement sur les ferroviaires. 2006, on crée le système actuel en étendant à Djibouti. Et c'est le système actuel qui a été ensuite réappliqué sur la Guyane et que l'on retrouvera après dans d'autres déploiements. Le système est breveté en effet, le financement s'est fait essentiellement par voie militaire. Voilà, on trouve le système actuellement. En Guyane, à Djibouti. Il est utilisé par l'armée allemande à Djibouti et il est maintenant utilisé comme système de surveillance interallié par l'OTAN dans leur centre de surveillance qui est à Munich. On a eu d'autres déploiements temporaires pour montrer donc qu'on a fait des choses à derrière. Pour l'OTAN, on a fait des tests d'état-major en haut. On a utilisé le système pour des opérations intérieures, pour le PSRP, et on a utilisé le système en multinational, dans des déploiements, notamment au Kosovo, pour tester le système, pour tester la dimension interalliée. C'est pour faire l'image globale, et ensuite on va descendre ce qui est derrière, on va descendre. Alors, ce qui est intéressant, pour nous ici, c'est la recherche, c'est-à-dire ceci. Quels étaient les verrous que l'on avait derrière qu'il fallait lever, au moins au niveau initial? Ben voilà, à la base, on avait 6 principaux verrous technologiques et scientifiques à lever. Le premier, aux opérationnels, personne n'avait fait ça. Comment ça pouvait marcher? Le deuxième, du coup, quelle architecture de système est derrière? Comment organiser le flux d'informations? Quelles données, quelle information, quelles connaissances mettre derrière le système pour qu'il puisse fonctionner et répondre aux besoins? Quelles sont les infos, comment faire pour que celles soient interopérables en international et en fonction de n'importe quelle acquisition en aval? Comment faire l'analyse? Comment construire la réponse? Cette notion de système de diagnostic situation, ça c'est notre gros acquis. Et puis comment évaluer un tel système, qui était quand même original, le système civil qui existait, mais le système militaire n'avait pas été évalué jusqu'à présent. On va répondre à ces verrous. Les premiers concepts d'architecture. Premier concept d'opération. Mais voilà comment on a conçu le système, et comment il existe, comment il fonctionne. L'objectif de base, c'est la précocité. Précocité idéale aurait été d'avoir des capteurs environnementaux pour ça, qu'il y a un agent patient qui se promène. Ça n'existe pas, on ne peut pas le faire. Alors qu'est-ce qu'on fait? On ne prend pas des canards sentinelles, mais des soldats sentinelles. C'est-à-dire qu'on considère l'homme comme son propre détecteur et que l'on veut avoir l'information avant tout diagnostic. Donc, en gros, quelle information on surveille? C'est un changement de statut, un combattant devient patient. Donc, est pris en charge par la chaîne médicale. C'est ça l'événement clé qu'on va surveiller. L'autre clé, puisqu'il faut être précoce, il faut les plus possible. Donc on ne va pas faire de traitement humain, il faut que le système fasse le déclenchement automatique d'alarme. J'insiste sur le mot alarme. On verra après pourquoi. Puisqu'on n'a pas le diagnostic, forcément le système sera plus sensible, plus spécifique. On va tout draguer, puis après il faudra trier, puisqu'on va tout récolter, tout récupérer. Donc le résultat, c'est que derrière, on va être obligé de faire une évaluation parallèle de plusieurs menaces infectieuses. En gros, on va avoir une épidémie de diarrhée qui va arriver, enfin, un cluster de diarrhée. Ok, j'ai pas l'agent pathogène, donc il va falloir, je fais mon cluster, j'ai détecté, et maintenant, qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle origine cela peut être? Il va falloir, en parallèle, pouvoir travailler sur plusieurs menaces, plusieurs étiologies derrière. Tout ça se fait, en fait, par l'intervention humaine. C'est l'épidémiologie des humains, dont le rôle va être de convertir
humaine, du système homme-machine. Et le tout sous pression temporelle. Voilà en termes de flux d'informations ce que ça donne, hein. L'axe du temps, l'évolution de la personne. Puis voilà, on a, qu'est-ce que l'on a? Ben, globalement ici, on repose sur un dossier de consultation. On sait qu'on a ici une face aveugle. Pendant toute la phase d'incubation, jusqu'à la morbidité ressentie, tant que la personne ne va pas consulter, on ne sait pas qu'elle est malade. On a une phase aveugle, on le sait, il faut faire avec. Mais par contre, ce que l'on va faire, c'est que dès que la personne consulte, il va falloir être le plus rapide possible. Le plus rapide en recueil d'informations, en transmission d'informations. Et on sait qu'une fois que l'information est là, et c'est là pour le besoin du couple, patient-médecin, hein, puisque l'information est là, on peut s'en servir, en tout cas d'une partie, pour faire cette fois-ci de la surveillance. Donc on a un automate qui régulièrement interroge le système, analyse, et s'il voit une aberration, ben, il envoie une alarme, qui est prise en compte par les épidémiologistes pour faire un diagnostic, savoir si l'alarme est réelle ou si c'est une fausse alarme, la qualifier complètement, et de façon à pouvoir dire, ben oui, quelque chose qui se passe, donc j'émets une alerte, et je propose des contre-mesures. J'ai l'habitude de comparer ça à du déchocage. On fait la précoce, non pas pour traiter l'épidémie, pour faire de la stabilisation, faire des contre-mesures conservatoires. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Regardez, par rapport au déchocage. Une population sous surveillance. Elle est monitorée. Les capteurs, ce sont les médecins. On a ici un monitorage qui va mettre une alarme si jamais une aberration de signal, donc un pic, le nombre de cas. Et puis on a une équipe qui intervient. Mettez en face de ça votre patient dans un lit de déchocage. Votre patient est allongé. Il est connecté à des moniteurs de réanimation. Qu'est-ce qu'ils font? Ces moniteurs monitorent le signal épidémiologique, le signal physiologique, et puis si jamais il y a un pic, ça sonne. C'est pareil, il y a un pic, ça sonne. Mais après, qu'est-ce qui se passe? C'est l'équipe médicale qui va investiguer. L'équipe médicale va se déplacer du patient, va voir si ça a sonné parce que le patient a bougé, parce que la sonde s'est décrochée, parce qu'il y a autre chose, parce qu'il réellement se passe quelque chose. Nous, c'est une situation épidémiologique. Et puis s'il se passe quelque chose, ben, tout le monde y va, il faut déchoquer le patient. C'est les contre-mesures. Mais on déchoque pourquoi? On fait que déchoquer. C'est-à-dire qu'on ne va pas traiter le patient, on ne va pas traiter la source de son problème physiologique. On va simplement le stabiliser, le maintenir en vie, de façon à l'adresser au chirurgien qui, lui, pourra faire le diagnostic étiologique et qui interviendra pour guérir le patient. Pour nous, c'est pareil. On n'a pas d'étiologie. Tout ce qu'on peut faire, c'est proposer des contre-mesures conservatoires permettant de stabiliser l'épidémie et de laisser le temps de faire une recherche étiologique permettant d'identifier les vraies méthodes pour contrer l'épidémie. Ayez bien en tête les deux mécanismes. Ben derrière, d'ici, on peut dire facilement les concepts d'architecture. On voit qu'il y a un pivot qui est là, avec deux activités, l'activité de consultation et l'activité de surveillance. Ben de fait, on a construit le système comme ça. Voilà mon schéma de base. J'ai deux types indépendants de réseaux. Un réseau de déclaration, on appelle nous réseau 2SE, simplement un dossier patient de consultation, mais géoréférencé, mais incluant les signes et symptômes qui nous sont nécessaires pour la surveillance. Et puis, une fois qu'elles sont là, ces données, le système donne accès sur autorisation et porte l'information pour les lieux de la surveillance. Et on a un réseau d'analyse qui régulièrement va aller chercher les informations pour les analyser et pour pouvoir ensuite aider l'humain pour identifier la présence d'un phénomène. L'architecture physique, ben voilà comment ça fonctionne. On a des gens donc en Guyane, à Djibouti, bon, on a installé au Kosovo, et on voit que les transmissions généralement sont par satellite. Et on a ici physiquement le réseau de surveillance, d'analyse qui est là. Donc un réseau de surveillance, un réseau déclaration et un réseau d'analyse. Avec une boucle courte ici, des gens peuvent faire une analyse uniquement sur le théâtre d'opération, on verra ça plus loin. Donc là, c'est des médecins, des infirmiers, des oxanes qui voient leurs patients, qui rentrent les données là-dedans. Ces données sont visibles par un responsable épidémiologique sur place. Et elles sont visibles aussi par un système au niveau de la métropole qui voit tout le monde en transversal. Ceci, c'est la santé publique, et ceci, ce sont donc les décideurs de hiérarchie. Le système a été conçu, en fait, on voit sur des technologies très particulières, cette notion de web service, c'est-à-dire que globalement, ce qu'on a voulu faire, c'est avoir un système qui soit autonome et puisse être facilement, qui soit robuste et facilement extensible. Donc en fait, tout est basé au niveau informatique sur des petits programmes qui sont sur le réseau et puis qui dialoguent entre eux.
C'est la nouvelle technologie, en fait, ce qu'on appelle la technologie agile, comme IBM. L'intérêt est énorme. L'intérêt, c'est qu'on a une énorme souplesse, une énorme robustesse du système, qui peut s'adapter, se mettre à l'échelle à tout moment. Si une machine tombe et une autre qui prend le relais, il n'y a aucun souci. On a version 1, on passe à version 2, on peut changer de version sans arrêter le système. On a une très grosse souplesse, et qui ressemble à ça. On a un gros bus sur lequel on va plugger des modules. Des premiers modules qui sont les données épidémiologiques, les sorties d'opération. D'autres modules qui sont les systèmes d'analyse. D'autres modules qui sont les interfaces, les clients que les épidémiologistes ont en face d'eux. Et puis d'autres modules qui sont les systèmes permettant à tout ça de dialoguer, qui assurent le vocabulaire commun de tous ces systèmes. On va faire ça rapidement sur réseau de déclaration. Donc sur cette partie-là maintenant, concrètement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Alors quelle information qu'on trouve? Il a fallu qu'on identifie l'information. Qu'est-ce qu'il fallait mettre dedans? En fait, dans cette espèce de dossier patient, consultation. On va donner relative aux patients et à la population. La santé publique, on a besoin de ça. Aux patients, qu'est-ce qu'on a? Bon, classiquement, comme tout dossier médical, l'information de l'administration du patient, l'identité. Mais surtout, c'était ça. Excusez-moi, j'ai traduit en vitesse cette chose, j'ai pas tout fait. Tout ce qu'il nous faut, c'est ceci. Une liste de signes, de symptômes géoréférencés dans le cadre du dossier. On va voir quels sont les symptômes et comment on les a obtenus. Aussi, puisqu'on les a, pourquoi pas, les déclarations obligatoires, elles existent, autant les intégrer, on fait un tour global, plus si nécessaire, parfois, des informations biologiques. Puis pour la population, on a besoin des dénominateurs, on a besoin peut-être des localisations de ressources, et puis quand même, malgré tout, on a besoin de renseignements sur l'exposition du patient. Donc, il a fait une mission dans la forêt, ça peut être intéressant, en fonction de ce qu'il aura en retour. Et voilà ce que l'on a mis dans le système. Ça, c'est important, c'est la clé. Quel que soit le dossier clinique, il faut que ce dossier clinique nous ait des signes qui correspondent à ceci. Une liste de 72 signes et symptômes qu'on a travaillé avec les Britanniques. Mais ça peut faire comme n'importe comment. On a fait une liste de maladies qui était intéressante. On a montré ça aux cliniciens qui nous ont dit, écoutez, vous voulez surveiller ça rapidement, il nous faut cette liste de signes et symptômes. On a mis tout ça, on a fusionné, on a cette liste. Et puis on a fait avec les Britanniques pour être sûr que ces signes avaient la même sémantique. Quand on dit un mot en français, est-ce que sa traduction a la même sémantique que le mot français? Et on s'est débrouillé comme ça pour avoir un vocabulaire complètement commun, qui soit totalement interopérable, quelle que soit la nation de la personne qui pouvait remplir la donnée. Alors pourquoi 72 et 34? Parce que les Britanniques, eux, les utilisateurs, ce sont les experts sanitaires. Donc pas des infirmiers, pas des médecins. On verrait pourquoi après, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rustique. Pulsation, ils ne savent pas ce que c'est. Adénopathie, ils ne savent pas ce que c'est. Donc là, en gros, le delta, c'est ce que c'est trouver un médecin, c'est ce que c'est trouver un infirmier. Et globalement, ce sont des informations de présence-absence à 2 niveaux. Logique à 3 niveaux, oui, non, je ne sais pas. Logique à 2 niveaux, oui et non, je ne sais pas par ailleurs. En gros, c'est comme une biopsie. Si elle est positive, oui, il y a une pathologie. Si elle est négative, on ne sait pas si le type a un nez ou non. Là, c'est pareil. Si la personne nous dit oui, il y a une fièvre, oui, il y a une diarrhée, on sait qu'elle y est. Si ce n'est pas coché, peut-être qu'il n'a pas demandé. Peut-être qu'elle n'y est pas. C'est toute façon de raisonner derrière. Voilà les exemples de signes et symptômes. Vous voyez en fonction du chapitre. Vous voyez la différence. Ce qui est en commun avec les Britanniques est coché ici. Vous voyez évidemment que la différence est essentiellement des signes que ne peut pas identifier un expert sanitaire, que seul un infirmier ou un médecin peut identifier. Voilà les mots, les outils pour le faire. Et physiquement, voilà. Voilà à quoi ressemble notre interface de saisie, dossier patient. Vous voyez qu'il suffit simplement de cocher la présence du signe. Globalement, ça prend le médecin ou l'infirmière rentre le dossier en 2 minutes. Plus les commentaires, je ne sais pas, la partie texte libre qui est derrière. En gros, on a une partie qui est figée pour le poser à la surveillance qui est celle-ci, et une partie texte libre, texte ouvert pour entrer les annotations du dossier patient. Associé à ça, évidemment, on a essayé de débrouiller pour avoir aussi ces symptômes qui puissent être associés à un thésaurus. On a, le plus possible, on a essayé de coller avec un thésaurus spironomètre CT, sachant que dans 1 ou 2 cas, ça n'existait pas.